Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Dans ce 5e numéro d'actualité sur l'EDM de cette 2e saison, je reviens sur les infos qui m'ont marqué au cours de ces dernières semaines. Allez, c'est parti! Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La première info concerne un document de 19 pages publié courant décembre par la Food and Drug Administration américaine, la FDA, et qui concerne l'impression 3D d'EDM à l'hôpital. Il s'agit de ce qu'on appelle un discussion paper, un document de discussion, disons, qui vise à partager quelques idées sur le sujet avec le grand public. Mais comme marqué dès le début du document, ce n'est ni un brouillon, ni une version finale de recommandation sur le sujet. C'est seulement pour discuter. Ben voyons. Bon allez. Laissons-leur le bénéfice du doute. Alors que nous apprend ce document? Il commence tout d'abord par rappeler l'intérêt potentiel de l'impression 3D appliquée au DM en milieu hospitalier. Comme quoi, cette technologie permet de répondre rapidement à un besoin spécifique pour un patient donné et qu'elle peut même, cette technologie, permettre d'innover dans la prise en charge de ces patients. La FDA émet seulement quelques doutes sur le niveau de connaissance générale de la réglementation en matière d'EDM du côté de l'hôpital. En effet, si on le compare, ce niveau de connaissance, à celui des industriels du secteur du DM, on peut effectivement avoir quelques doutes. Elle soulève aussi les questions que pose une production d'EDM par impression 3D en milieu hospitalier, à savoir comment assurer la sécurité et l'efficacité des DM produits, comment s'assurer du contrôle du produit fini, qui est responsable de quoi et comment, et enfin les personnes ou les services chargés d'imprimer ces DM 3D à l'hôpital ont-ils bien les compétences requises pour faire cela? Le document a comme ambition de soulever ces questions à travers différents scénarios, 3 exactement. Et y répondre, c'est poser les bases d'une future réglementation sur le sujet. Alors je ne vais pas vous détailler tous les scénarios, mais si on se penche sur celui où par exemple l'établissement de santé conçoit, produit et utilise le DM produit en 3D, donc c'est-à-dire que tout est fait à l'intérieur de l'établissement, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il doit se conformer à ce qui est attendu pour un fabricant de DM privé, pareil qu'un industriel en somme. Donc là, il n'y a pas de scoop jusqu'ici, mais par contre, une affirmation du fait que ce n'est pas parce qu'on est un établissement de santé qu'on échappe aux règles établies pour produire des DM. Le document ouvre toutefois la voie à une discussion sur les DM à très faible risque, sans clairement les définir, pour lesquels les hôpitaux pourrait déroger à la réglementation qui normalement s'impose aux industriels du secteur. Le document enfin met l'accent sur la formation des intervenants hospitaliers dans cette production et sur la mobilisation des sociétés savantes médicales pour promouvoir le bon usage ou du moins l'usage raisonné des DM imprimés en 3D. En d'autres termes, ça veut dire qu'on doit avoir recours à ce mode de production que dans des cas bien spécifiés, bien particuliers et motivés. Pour finir, ce document de la FDA fait totalement écho à d'autres documents qui ont été publiés de ce côté-ci de l'Atlantique, que ce soit par l'ANSM ou surtout au sein du nouveau règlement européen sur les DM, qui considèrent aussi bien l'un que l'autre, ces documents, que produire des DM, c'est un vrai job et que les hôpitaux ne peuvent pas s'improviser fabricants de DM sans respecter les exigences de qualité et de sécurité que l'on exige par ailleurs pour les industriels. La deuxième information concerne une première annoncée par la société Robocat et précisément pour son robot R1 dans le traitement des maladies cardiovasculaires. R1, ça s'écrit R-1, O-N-E, et je pense qu'il y a peut-être un jeu de mots avec un prénom. En effet, cette start-up normande a annoncé la première angioplastie coronaire avec l'assistance de cette plateforme robotique et celle-ci a eu lieu en novembre dernier, fin novembre dernier exactement, en Chine. Cette première permet le démarrage d'un essai clinique qui prévoit l'inclusion de plus de 100 patients dans 4 centres chinois. R1 est la première solution robotique développée par cette entreprise française, mais quel est l'intérêt de ce robot ? Dans le cas d'interventions relevant de la radiologie interventionnelle, plus précisément ici de la cardiologie interventionnelle, il faut qu'un opérateur, donc le médecin, s'expose sous les rayons X de l'appareil de radiographie pour pouvoir manœuvrer avec son cathéter, ses guides, etc. Donc là, ici, le robot remplace le médecin directement au niveau de la table d'opération.
Et le médecin, lui, se retrouve derrière une console où il va pouvoir piloter le robot. Donc ça permet tout d'abord à l'opérateur de réaliser son intervention en toute sécurité, puisqu'il est totalement protégé des rayons, et aussi dans des conditions qui sont bien plus commodes en pilotant le robot à distance. L'autre intérêt du système est qu'il permet aussi d'accroître la précision du geste, d'être plus précis. Une angioplastie coronaire, ça consiste en l'implantation d'un stent au niveau d'une artère coronaire. Il y a un épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux à ce sujet, je vous invite à aller le réécouter. Grâce au robot, cette implantation, elle peut se faire au millimètre près, donc on est beaucoup plus précis que peut l'être la main de l'homme. Ce robot a obtenu son marquage CE en février 2019, et l'étude clinique qui a débuté permettra l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché en Chine. On apprend également sur le site de la société que la Chine représente pour eux un marché au potentiel de croissance absolument incroyable, avec près de 1 million de procédures par an dans plus de 2000 salles de cathétérisme, c'est comme ça qu'on appelle les salles de radiologie interventionnelle, contre seulement 1000 en 2010. Donc on a doublé le nombre de salles de cathétérisme en l'espace de 10 ans en Chine. D'une façon générale, la robotisation des blocs opératoires est en marche depuis plusieurs années et est encore relativement peu répandue car elle ne représente à peine que 2% de l'activité totale de l'activité de chirurgie. Donc il y a donc un marché en devenir dans le secteur, quelle que soit la spécialité chirurgicale. La troisième info concerne le nouveau règlement européen sur l'EDM, que je ne vous présente plus car vous commencez à le connaître, et qui, je vous le rappelle toutefois, est rentré en vigueur le 26 mai dernier. Alors plus précisément, la troisième info concerne les modifications qui vont devoir s'opérer dans le droit français en application de cette nouvelle réglementation européenne. Très rapidement, un petit rappel de droit européen, les directives européennes nécessitent habituellement une transposition dans le droit des États membres, d'accord ? Alors que, théoriquement, un règlement peut lui être directement appliqué tel quel. C'est le cas d'ailleurs depuis le 26 mai dernier en ce qui concerne le nouveau règlement sur l'EDM. Alors, certes, mais il peut y avoir parfois quelques ambiguïtés ou des contradictions entre le nouveau règlement qui vient de sortir et les lois et règles des États membres. Okay ? Et dans ce cas-là, ça nécessite une sorte de retoilettage du droit national. C'est ce qui a été entrepris au niveau de la France pour pouvoir coller au mieux à ce qui est maintenant stipulé dans le règlement européen DM. Alors je ne vais pas vous lister toutes les petites modifications qui sont nécessaires, mais la plus croustillante d'entre elles concerne sûrement celle portant sur les investigations cliniques de DM. En effet, la loi Jardé, qui régissait jusqu'à présent les règles des investigations cliniques en France, comprendre les règles sur les essais cliniques, cette loi ne peut plus s'appliquer au DM. Le projet d'ordonnance qui apportera donc toutes ces modifications prévoit d'exclure du régime général relatif aux recherches impliquant la personne humaine celle portant sur l'EDM et d'introduire une section décrivant les nouvelles dispositions particulières applicables à ces investigations cliniques. En d'autres termes, exit la loi Jardé, place au référentiel européen pour les investigations cliniques sur l'EDM. Cela n'a l'air de rien, mais ces changements sont importants, puisque pour les personnes qui travaillent dans le domaine des investigations cliniques sur l'EDM, ça change quasiment tout. Par exemple, en fonction de la classe du dispositif, ou s'il a déjà ou non un marquage CE, le type d'investigation clinique n'est plus le même, et donc les obligations associées aussi. C'est donc une petite révolution qui est déjà en cours bien sûr, mais qui va faire beaucoup de bruit dans le monde des essais cliniques DM. Cette ordonnance modificatrice a été notifiée à la Commission européenne sous forme de projet, et si tout va bien, elle devrait être publiée d'ici août 2022. En résumé, la FDA se penche sur l'impression 3D à l'hôpital pour adapter sa réglementation. Une première en angioplastie coronaire avec un robot normand utilisé par une équipe chinoise, et enfin, bientôt, une ordonnance pour toiletter notre droit français et le rendre conforme au règlement européen sur les DM. Si vous souhaitez creuser ces sujets, je vous invite à consulter les notes de cet épisode. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube et une poignée d'étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!